Oui. Donc, je travaille depuis une vingtaine d'années sur la multisensorialité et les apprentissages. Et moi, je suis d'abord chercheuse sur la perception, les interactions dans la perception et la perception tactile. Et c'est ça qui m'a amenée à la déficience visuelle. Donc, je travaille à la fois avec des enfants tout venant et des enfants déficients visuels. Et là, je vais essayer de vous démontrer en une vingtaine de minutes l'intérêt des livres tactiles et de la multisensorialité pour l'ensemble des enfants. Donc, il y a quelques arguments en recherche. Il y a un pan de recherche qui se développe autour de la question de la multisensorialité. Et ces arguments en faveur du livre tactile pour tous les enfants concernent le fait que notre perception, elle est nécessairement multisensorielle et que cette multisensorialité, elle est forcément nécessaire pour bien percevoir et pour bien comprendre son environnement. Alors, je vais vous faire un petit exercice. Je vais vous demander de décider, alors vous allez avoir des images qui vont apparaître à l'écran. Je vais vous demander de décider, est-ce que c'est doux ou est-ce que c'est rugueux? Alors là, par exemple, apparaît une image de fourrure. Alors, est-ce que c'est doux ou est-ce que c'est rugueux? C'est doux. Je veux bien. Ouais. Donc maintenant apparaît une image de côté grattant là, de l'éponge verte. Est-ce que c'est doux ou est-ce que c'est rugueux? Rugueux. Maintenant, les papiers à poncer. Est-ce que c'est doux ou est-ce que c'est rugueux? Rugueux. Et puis, un tissu en velours. Est-ce que c'est doux ou rugueux? Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes assez sûr de vous pour dire que c'est doux ou c'est rugueux. Mais en fait, vous ne pouvez pas le dire. Parce que la seule manière de savoir si c'est doux ou c'est rugueux, c'est de toucher, effectivement. Donc, qu'on soit finalement voyant ou malvoyant, soit on va s'appuyer sur notre vision, soit on va s'appuyer sur notre expérience, soit on va s'appuyer sur la combinaison des deux. Mais en fait, en aucun cas, on pourra répondre parce que c'est une perception tactile. Donc, je pourrais vous leurrer à n'importe quel moment en mettant une éponge rugueuse mais douce, finalement, parce qu'il n'y a rien d'autre qui va vous permettre de définir ce type de propriété de l'objet que votre toucher. Et ce mécanisme-là, c'est le mécanisme qu'on appelle de dominance visuelle, qui va se mettre graduellement en place chez les voyants. Et puis, on va avoir tendance à oublier petit à petit qu'on a d'autres sens et qui sont pourtant nécessaires. Parce que c'est cette intégration multisensorielle qui va nous permettre, par exemple, de résister aux illusions perceptives, en combinant un ensemble d'informations. Et c'est cette intégration multisensorielle qui va nous permettre d'être plus rapide et plus efficace pour traiter les informations. Donc, pour percevoir notre environnement, on a différents sens. Chacun a leur spécificité. On a des sens qui sont plus performants pour certaines propriétés que d'autres. Pour la texture, il y a un seul sens qui nous permet... Des soucis de micro. Il y a un seul sens qui nous permet d'y accéder, c'est le toucher. Pour la forme, on peut y accéder à la fois par la vision et par le toucher. Et ça va nous donner des informations complémentaires qui vont faire que je vais mieux percevoir une forme si je peux à la fois la voir et la toucher. Donc ça, c'est le mécanisme qu'on appelle d'intégration sensorielle qui se met en place très précocement chez l'enfant et qui va nous permettre de combiner les différentes informations sensorielles pour avoir une vision, une perception beaucoup plus précise de notre environnement. Donc ce qu'on sait, c'est que la perception multimodale, donc c'est-à-dire la perception qui combine nos différentes modalités sensorielles, elle est beaucoup plus efficace, beaucoup plus précise et beaucoup plus rapide que la perception unimodale. Donc quand une modalité sensorielle est réduite ou absente, on peut avoir des mécanismes de compensation qui vont se mettre en place, avec par exemple une utilisation augmentée du système auditif, qui va se mettre en place très spontanément chez la personne aveugle. Et puis, on peut avoir aussi une utilisation plus forte du système tactile, tactilo-kinesthésique, mais qui, globalement, va se mettre en place beaucoup moins spontanément, parce que autant l'environnement auditif, on n'a pas besoin d'aller le chercher, il arrive à la personne, autant l'environnement tactile, on a besoin d'aller le chercher. Et on sait que ces comportements d'exploration, ils ne se mettent pas spontanément en place chez l'enfant déficient visuel ou aveugle. Donc, il va falloir qu'il y ait tout un apprentissage
de cette utilisation du système tactilo-kinesthésique. Pourtant, je ne fais rien, mais c'est bon, tu peux. Alors, la mémoire des événements, elle contient un ensemble d'informations, qui sont des informations qui viennent de nos différents sens, de la vision, de l'audition, de l'action, de l'exploration tactile, mais aussi en lien avec le langage et avec les émotions. Et c'est cet ensemble de composantes qui interagissent les unes avec les autres et qui vont favoriser l'encodage en mémoire, c'est-à-dire la manière dont je vais mémoriser les informations, et le rappel, la manière dont je vais pouvoir récupérer ces informations. Donc il y a une théorie qui émerge depuis une quinzaine d'années dans le courant de la psychologie, qui est celle qu'on appelle la cognition incarnée, qui redonne de l'importance à toutes les interactions perception-action, toutes les interactions qu'on a avec son environnement dans la construction de la cognition. On est dans quelque chose qui est moins une vision, on va dire, détachée de la cognition, qui serait beaucoup plus abstraite. Mais cette théorie met en avant une cognition qui serait ancrée dans les expériences sensorimotrices. Donc, par exemple, si je vous présente une photo ou si je vous montre une chaise, vous n'allez pas seulement voir une chaise, mais vous allez simuler un ensemble d'informations que vous avez acquis pendant votre expérience. Et votre mémoire va contenir des informations très larges, en lien avec toutes les expériences que vous avez pu avoir, comme par exemple la couleur, la texture, en lien directement avec les propriétés de l'objet, mais aussi l'action que vous avez de vous asseoir dessus, le ressenti que vous pouvez avoir quand vous vous asseyez dessus, le confort qu'elle va vous procurer. Et en fait, vous allez simuler en permanence l'ensemble de ces informations, et c'est ça qui va vous permettre de reconnaître de plus en plus vite une chaise. Parce que vous allez simuler un ensemble d'informations. Donc il y a des études en neuroimagerie qui montrent ça très bien, et qui montrent que juste le fait de voir une chaise, ça active des zones motrices, par exemple, alors qu'on ne fait aucune action motrice, parce qu'en fait, vous simulez l'action de vous asseoir sur cette chaise. Ça va activer vos aires auditives, parce que peut-être vous allez activer le fait de faire grincer la chaise quand vous la déplacez, ou le bruit quand on s'assoit, le claquement du siège, ce genre de choses. Et en fait, on va avoir des simulations sensorimotrices à différents endroits du cortex, alors qu'on fait juste regarder une chaise. Donc ça, c'est tout ce qui est de l'ordre de la multisensorialité et de la mémoire. Et je vais vous montrer quelques expérimentations qui montrent justement, chez l'enfant comme chez l'adulte, l'importance de combiner les informations sensorielles. Donc là, vous avez une image où vous voyez un garçon. Là, c'est un adolescent qui est déficient visuel, qui manipule des petites figurines d'objets. Et dans cette expérimentation qu'on a fait avec des enfants déficients visuels, on leur demande de retenir une liste d'animaux. Soit ils entendent juste la liste du nom des animaux, soit ils touchent les animaux les uns derrière les autres, soit ils entendent le cri des animaux en même temps que le mot, soit on combine les informations, ils entendent le cri de l'animal, ils manipulent l'animal et ils entendent le mot. Et ce qu'on remarque, c'est que la mémorisation de la liste de mots est bien meilleure quand on a combiné les informations sensorielles. Donc quand ils ont pu à la fois manipuler les objets, entendre le cri de l'animal et entendre le nom. Ça, c'est des choses qu'on a pu aussi montrer chez des enfants voyants dans l'apprentissage de mots de vocabulaire. Donc par exemple, dans l'apprentissage d'une langue étrangère, le fait de pouvoir manipuler les objets en même temps qu'on apprend le mot, ça permet une meilleure mémorisation. Et c'est des choses également qui ont été montrées avec l'utilisation de gestes. En combinant les gestes et le mot, les enfants comme les adultes vont mieux mémoriser des mots de vocabulaire. Donc il y a tout un ensemble de recherches à l'heure actuelle qui montrent l'intérêt de ces interactions multisensorielles et qui montrent par exemple sur l'apprentissage du vocabulaire dans la langue maternelle comme dans une langue étrangère, chez les enfants voyants comme déficients visuels, une supériorité de cet apprentissage multisensoriel. Alors, une autre illustration, ça c'est issu des recherches qu'on a menées avec mon collègue Édouard Jantaz, qui est un peu
le grand nom de la psychologie sur la perception tactile et les interactions multisensorielles. Ce qu'on a pu montrer, c'est que avec des enfants voyants de grande section de maternelle, le fait de pouvoir toucher et manipuler des lettres en relief leur permettait de mieux connaître les lettres et de décoder plus de mots, enfin de pseudomots, donc dans des tâches de décodage de petits pseudomots en fin de maternelle et en début de CP. Donc on a montré ça, c'est des choses qu'on a reproduit un certain nombre de fois avec un ensemble d'enfants en difficulté ou non d'apprentissage de la lecture. Donc vous avez une image là où on voit un enfant, les mains d'un enfant en train de toucher une lettre en relief, et une seconde photo où on voit une petite fille, les yeux fermés, qui met les mains sous un cache et qui essaye de retrouver parmi deux lettres en relief celle qui fait l'objet de la séance. Donc on a aussi mené des recherches autour de la lecture, mais de la compréhension cette fois-ci, auprès d'enfants déficients visuels comme avec des enfants voyants, où on a utilisé des petits objets miniatures, la manipulation de petits objets miniatures pendant la lecture d'une histoire, pour essayer de voir si ça favorisait la compréhension. Donc dans l'image en haut, vous avez un enfant aveugle qui manipule des petits objets pendant la lecture d'une adaptation du livre La chaise bleue de Claude Boujon. Et en dessous, vous avez une adaptation d'une histoire inventée, La ferme de Kirov, une histoire qu'on a inventée pour les besoins de cette expérience, où vous avez une illustration visuelle qui représente les différents lieux de l'histoire, et puis des petits personnages à manipuler qui représentent les objets de l'histoire. Et les enfants, là c'est pour des enfants voyants, vont manipuler les objets, les déplacer dans les lieux au fur et à mesure de l'histoire. Alors ce qu'on a pu montrer dans ces expérimentations, c'est un effet positif très fort sur la mémorisation des informations du texte et un effet positif sur la compréhension, mais à certaines conditions, parce qu'on verra qu'il y a certaines limites sur la manipulation que je vais vous dire juste après. Donc voilà des exemples d'intérêt de la multisensorialité. Par contre, la multisensorialité, c'est efficace, mais à certaines conditions quand même, parce que nos recherches ont pu nous montrer que dans certains cas, il y avait des effets plutôt de charge cognitive, puisque la manipulation peut parfois entraîner une surcharge cognitive. Alors, ça va être le cas si on n'a pas assez de temps, par exemple, pour explorer en même temps qu'on fait le lien avec le texte. Ça va être le cas si les illustrations sont trop difficiles à comprendre. Et c'est le cas parfois dans les livres tactiles. Donc il y a tout un effort à faire sur la compréhension de l'illustration pour la rendre la plus accessible possible. Parce que sinon, au lieu de soutenir la compréhension, ça va parasiter. On sait qu'on a des ressources qui sont limitées en mémoire de travail. C'est ce qui vous permet de faire plusieurs choses à la fois, on va dire. Et si le geste est trop coûteux, si on ne comprend pas l'illustration, en fait, nos ressources ne vont pas nous permettre d'en avoir assez, on va dire, pour comprendre le contenu du texte. Donc il y a quand même des précautions à prendre. Ce qu'on s'est rendu compte, là, cette fois-ci, c'est chez des voyants, mais qui étaient en difficulté d'apprentissage en SECPA. Et on a remarqué qu'il fallait mettre un certain nombre de pauses, voire qu'il fallait déconnecter, on va dire, faire une première lecture sans manipulation, pour que déjà ils s'imprègnent du contenu du texte, puis après une lecture avec des pauses pour la manipulation. Quand on faisait en même temps lecture plus manipulation, ça pouvait fonctionner avec des élèves bons lecteurs, bons compreneurs. Par contre, ça ne fonctionnait pas avec des élèves en difficulté d'apprentissage. Et c'est les recherches qu'on a fait en SECPA qui nous ont montré ça. Quand on était chez l'enfant tout venant sans difficulté, on a eu plutôt des très bons effets de la manipulation sur la compréhension. Quand on est passé sur les enfants en difficulté, on a eu des effets de charge cognitive. Donc il a fallu trouver des moyens pour que la manipulation, l'exploration multisensorielle soit un soutien à la compréhension et pas un frein. C'est le cas aussi si l'intégration multisensorielle n'est pas véritable, je dirais. Par exemple, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que des manipulations libres ont souvent peu d'effets. Alors je pense, après nos recherches sur l'apprentissage de la lecture, il y a plein de classes qui nous ont dit on a mis des lettres en relief à toucher dans un coin de la classe.
Si ce n'est pas systématisé, si ce n'est pas mis en lien avec le son de la lettre, la forme, s'il n'y a pas tout ce travail-là, en fait, on n'est pas dans de l'exploration multisensorielle, on est dans de la manipulation sans but précis. Donc s'il n'y a pas tout ce travail, nos recherches montrent que c'est finalement peu efficace, simplement parce que ce n'est pas un apprentissage multisensoriel. C'est des explorations déconnectées. Alors, en conclusion, donc ce que montrent nos recherches, c'est que les livres tactiles sont efficaces pour tous, pas uniquement pour les enfants déficients visuels. Cette multisensorialité que les voyants ont parfois un peu oubliée, que l'école a parfois beaucoup oublié, avec des apprentissages de plus en plus visuels ou de plus en plus d'abstraction. Alors il faut juste savoir par exemple que les recherches sur la multisensorialité trouvent des effets même chez l'adulte. Par exemple, le fait de compter sur les doigts, c'est de la multisensorialité, ça soutient l'apprentissage du calcul, et les adultes qui sont bons calculateurs simulent en fait le comptage sur les doigts. Ça, on le voit dans des études en neuroimagerie. Donc finalement, la multisensorialité, elle est toujours présente, sauf que parfois, elle n'est plus dans le corps, elle est uniquement dans le cerveau. Mais c'est quand même de la multisensorialité. Donc c'est un outil de soutien à la mémorisation et à la compréhension. Et puis, ce qu'a dit Nathalie, c'est évidemment un outil inclusif qui peut permettre des interactions aussi en classe autour de cet objet multisensoriel. Et puis, au-delà de ça, c'est un véritable soutien aux activités de lecture partagées et au plaisir de lire. Donc, on est actuellement en train de finir une recherche qui avait été subventionnée par la FIRA, dans laquelle il y a des personnes ici comme Marjolaine qui participent, et qui montre aussi l'importance du plaisir, évidemment, de lire, qui est à la fois nécessaire pour entrer à la lecture, mais nécessaire pour poursuivre l'activité. Et ça, Nathalie l'a dit aussi, cette question de plaisir, elle est aussi procurée par la multisensorialité et par l'illustration. Merci.